Bienvenue chez Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est beaucoup plus qu'un podcast. C'est un mouvement hebdomadaire qui a pour mission de faire briller les secrets du web. Ici, on va t'aider à secouer tes idées, briser les chaînes du conformisme et te lancer vers une définition du web totalement différente de tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Ici, on ne se contente pas de suivre les tendances, on les questionne. Que tu sois un créateur de contenu, un entrepreneur en ligne, un assoiffé du web ou que tu souhaites apprendre et t'inspirer, ce podcast est pour toi. On jette par-dessus bord les mythes de la réussite, on plonge dans les coins sombres du web pour comprendre les opportunités cachées et on démystifie les idées préconçues pour te montrer la réalité rafraîchissante de l'entrepreneuriat moderne. Alors installe-toi, branche tes écouteurs et participe avec nous à la transformation du web, un épisode à la fois. Bon show! Bienvenue les filles dans la grande première du podcast des Incorruptibles. Je suis vraiment contente de vous recevoir, de faire officiellement le kick-off de l'épisode. J'ai Mélanie, je vais retenir ton nom, Mélanie, merci. Annie, Julie et Cynthia pour le tout nouveau concept des Incorruptibles. En fait, c'est mes complices qui vont être là tout au long de la saison jusqu'à temps qu'elle soit tannée, faut croire. Pour l'instant, elle va être là tout le long. Elles vont m'accompagner avec les invités. Ce ne sera pas toujours comme ça. Ce ne sera pas toujours les 4 en même temps. Donc, je vais toujours avoir quelqu'un avec moi. L'idée du podcast est venue, en fait, pour ceux peut-être qui me suivent ou qui ont déjà vu l'épisode, est venue avec Véronique Gauvin, qui est une entrepreneure exceptionnelle. On commençait toujours des conversations avec Hey, t'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? Puis j'ai souvent ces conversations-là avec vous, où on voit des choses sur le web, où on analyse beaucoup, on observe beaucoup. Et je trouvais que vous étiez les meilleurs, en fait, pour m'accompagner là-dedans. Donc, j'ai envie qu'on fasse rapidement, tout de suite, avant qu'on parle de la philosophie du podcast, qu'on embarque là-dedans, j'ai envie qu'on parle de vous, en fait, que vous présentez un peu. Peut-être dire un petit peu votre background, qu'est-ce que, pas pendant 20 minutes évidemment, là, mais juste expliquer pendant moins de 5 minutes d'où vous venez. Fait que je vais commencer avec Mel. Ouh, je brise la glace. Tu brises la glace. Alors, Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web depuis maintenant 4 ans, donc je commence ma 5e année. Félicitations. Merci. En fait, mon background, moi, j'ai travaillé au départ dans le monde corporatif, donc j'étais vraiment très corporative dans ma façon d'être au travail. Fait que j'essaye de me défaire de ça depuis 4 ans, en fait. Mais ça explique ton côté un petit peu structuré. Oui, je pense que ça, là, d'avoir été là-dedans, là, c'était très structuré à 20 000 employés, tu en as besoin. Puis, oui. Puis, c'est ça, en fait, donc un background vraiment plus corpo. Après ça, je suis allée travailler dans une start-up après mon congé de maternité. Et là, j'ai tout appris, là, tu sais, sur la PME, sur le monde de l'entrepreneuriat. Wow. Puis c'est là où la flamme est née, puis que depuis 2019, ben, j'ai décidé de faire le saut et d'être à mon compte et d'aider finalement les autres entrepreneurs à créer leur stratégie marketing, plus précisément de contenu. Fait que c'est pas mal ça. Yeah, fait que ça va être un bon atout pour tous les sujets qui s'en viennent. Là. C'est sûr que les gens qui nous écoutent en ce moment ne savent pas encore de quoi on va parler, ça va être quoi le concept. Tous les sujets, mais nous, on sait un peu qu'est-ce qui s'en vient. Ça va être vraiment excitant, puis ça va être vraiment cool. Fait que je sais que ça va être vraiment pertinent, qu'est-ce qu'on va apporter, parce que les filles, en fait, ça va être des personnes qui vont vraiment venir poser des questions peut-être qui dérangent ou qui viennent pousser les réflexions. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Annie? Allô. Petite description, allô. Annie Prévost, je suis thérapeute en relations d'aide, conférencière, consultante, spécialisée en prévention de l'épuisement. Mon background a toujours été dans la relation d'aide, donc depuis 20 ans. Et depuis quelques années, en fait, justement, un peu dans le même sens que la mission du podcast, mon objectif est de dire vraiment des choses qui ont besoin d'être entendues, surtout au niveau de la santé mentale. Il y a beaucoup de tabous encore. Donc, on me surnomme la botteuse de fesses bienveillante parce oui, que... c'est ton nom. Voilà. Parce que oui, je suis capable d'être dans la douceur, mais je pense que c'est pas une excuse, c'est pas une raison, en fait, pour ne pas nommer des choses qui ont besoin de bouger, surtout sur la question de la santé mentale et sur le web particulièrement. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Alors, j'ai déjà très, très hâte de pouvoir aborder la question avec vous ici. Oui, puis on a tellement hâte d'en parler parce que je pense que depuis la pandémie, tout le monde ou beaucoup de gens ont viré vers le web, autant en tant que consommateur, que entrepreneur, que créateur de contenu. Et ça explose, en fait, vraiment beaucoup. Puis je pense que dernièrement, on voit beaucoup de
de choses qui ressortent, beaucoup de toxicité. Toxicité, c'est ça. Mais ça fait longtemps que je suis sur le web, là, ça fait des années, puis j'ai vu cette évolution-là, puis je suis contente que c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui parce que il y a c'est un monde en transformation, il y a du positif, il y a des éléments plus toxiques, mais je pense qu'on va être capable de faire la lumière là-dessus. Ah, mais ça, c'est le fun parce qu'on va pouvoir apporter toute l'évolution, le avant, le maintenant, puis peut-être le après, qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qu'on pense qui s'en vient. La fin du monde. La fin du monde. Wow! Ça part fort. OK. C'est une blague. Ça part fort. Mais non, j'ai vraiment hâte pour vrai de... Puis c'est le fun parce que vous avez toutes des personnalités très différentes, mais quand même, on s'entend tous bien, là, mais je veux dire, vous avez toutes des personnalités différentes, des valeurs différentes, des approches différentes, des philosophies différentes. Fait que ça va être vraiment bénéfique pour le podcast. Moi, je sais pas, là, je suis vraiment excitée. Je fais bref. OK. Julie? Oui, donc moi, Julie, je suis une bébête à part. Moi, je suis formée en cuisine. Donc, à la base, j'ai été formée en cuisine. Ah, c'est bon à savoir ça. Fait que c'est toi qui vas nous préparer les petits plats. Je pourrais. Donc, c'est ça. C'est à travers donc, les différentes expériences qui m'ont amené beaucoup à voyager. J'ai une grande ouverture sur le monde. Et de fil en aiguille, on a des enfants. On tombe dans un horaire un peu plus standard, le 9 à 5. Donc, je me suis reconvertie à travailler dans une banque dans lequel ça ne fitait pas du tout avec mes valeurs, mais tous les changements de poste que j'ai faits ont été bénéfiques parce que j'apprenais à mieux me connaître mes forces, mes valeurs, qui étaient incorruptibles, justement. Et jusqu'à climb up the corporate ladder, jusqu'à devenir chef de service dans un centre de congrès où, finalement, j'ai été remerciée de par ma force de caractère, vouloir défendre le statu quo, mon dynamisme, mon intégrité. Et ce choc-là, après avoir été une bonne employée pendant plusieurs années, j'ai décidé de m'expatrier en Thaïlande pendant 3 semaines. Puis comme j'ai souvent dit, c'est un peu comme un truc qu'on vire la tête en bas puis qu'on remet en place, les choses se replacent. J'étais littéralement à l'opposé du globe terrestre. Fait que ça a pu remettre un peu mes choses en place. Et c'est là que j'ai décidé de démarrer mon entreprise parce que j'étais toujours une ressource vers qui les gens venaient en entreprise. Donc, adjointe virtuelle, on se rend compte de qu'est-ce qu'on aime. Je suis une fille un peu plus geek, techno et tout ça. Donc, ça m'a amené à développer mon entreprise. Maintenant, je suis plus une consultante en organisation numérique, stratégie marketing. Donc, vraiment de trouver un écosystème qui répond aux besoins et aux valeurs de la personne. Donc, c'est vraiment mon approche de partir de l'entrepreneur pour bâtir et non d'essayer de se mouler aux fameuses tendances du web. J'adore ça. Puis en plus, moi puis Julie, on a un peu la même expertise, en fait. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus plus, par le fait qu'on touche à beaucoup de choses, puis on a les mêmes points de vue, puis on pensait de la même façon. Fait que ça aussi, j'aime ça, parce qu'on pense très pareil, autant que des fois, j'ai des opinions divergées avec, tu sais, Cine, des fois, ça arrive, on a vraiment pas la même opinion, mais on se respecte tellement là-dedans. Même chose avec Annie, même chose avec Mélanie. Mais je trouve ça cool, parce qu'on est capable d'ouvrir les discussions, même si on est d'accord ou on n'est pas d'accord, puis on est capable d'aller encore plus loin dans les réflexions, puis de faire les bémols là-dedans, là. Fait que ça va vraiment être excitant. Cine? Cynthia Potier. Moi, pour mon background qui n'a absolument pas rapport avec l'entrepreneuriat, je viens du milieu de l'aviation. Puis quand il est arrivé un phénomène mondial, je me suis relocalisée au 9-1. Puis c'est là que j'ai compris que j'étais bonne pour convaincre des gens de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et j'ai un bac en marketing et management. Je mange de la psychologie au petit déjeuner. Ça, c'est vrai. Puis ça, j'ai hâte de le voir, en fait, à dans des périodes. Parce que quand... Moi, je dis tout le temps, Cine, c'est un brain, là. Quand elle te parle, puis t'es flabbergastée. Bien, merci du compliment. Mais c'est ça, j'instaure, en fait, la psychologie autant dans les communications d'influence que dans les stratégies marketing en prenant en compte l'humain. Puis justement, une affaire pourquoi je suis incorruptible, c'est la persuasion. En fait, la différence entre la ligne fine de la manipulation dans la persuasion, parce que je vois beaucoup, justement, de gens qui utilisent la psychologie, soit pour faire mal à l'humain, ou juste dans un but de faire des ventes. Oui, c'est j'imagine, d'une compagnie à l'autre, ou dépendamment quelle valeur humaine ou pas, ben toi, tu le vois, là, t'observes beaucoup, puis t'analyses beaucoup par rapport à ça. Fait que je trouve ça cool que tu puisses apporter ça, puis que ce soit une force aussi. Puis t'en as parlé d'ailleurs déjà de ce quoi t'es incorruptible, mais vous aussi, je sais qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes incorruptible, qu'on peut pas vous faire changer d'avis par rapport à ça. Je serais curieuse d'en entendre peut-être 1, 2, 3 comme vous voulez, honnêtement. Je vais y aller l'autre bord. T'en as nommé un, t'en as-tu d'autres à
Ben, c'est vraiment Anna? tout ce qui touche à la manipulation puis l'éthique en lien avec l'être humain, parce que souvent, dans les stratégies marketing, on parle beaucoup d'empowerment dans le monde en ligne, puis il y a certaines stratégies qui enlèvent, en fait, le pouvoir décisionnel à la personne. Fait qu'il y a des gens qui vont prôner l'empowerment, puis à l'inverse, leur stratégie marketing ça va être absolument pas en lien avec les valeurs pour lesquelles ils prônent, puis ces gens-là en ont même pas nécessairement conscience. Fait que moi, c'est de ramener justement de la conscience dans les stratégies puis le monde en ligne, puis de ramener l'humain justement, puis la bienveillance justement dans la vente, puis pas juste voir les gens comme des transactions monétaires, puis vraiment les voir en tant qu'humains, puis pouvoir les servir du mieux qu'on peut. Ah mon Dieu, tellement. C'est pas tout le monde qui a cette philosophie-là, mais justement, dans le milieu de la persuasion, qui est beaucoup le copywriting, la vente sur Internet, j'imagine que tu dois être trigger. Ouais, vraiment beaucoup, parce qu'il y a des gens qui, c'est pas parce qu'une stratégie marketing fonctionne que tu devrais l'utiliser. Si elle fonctionne, c'est à se demander pourquoi elle fonctionne, parce que souvent, c'est en enlevant le pouvoir décisionnel de la personne, puis en lui donnant pas le choix, entre guillemets, de faire une décision. Fait que là, à ce moment-là, pour moi, c'est une certaine forme de manipulation, parce que la personne a pas le choix, parce qu'on est allé peser exactement là où est-ce qu'on devait peser pour la faire acheter. Puis si des fois, ben ça va amener que la personne, si on l'avait aidée dans son choix, elle aurait peut-être pas nécessairement pris ce choix-là. Mm-hmm. Fait que ça vient impacter aussi l'expérience client, puis là, c'est une grosse montagne, puis il y a plein d'affaires qui déboulent de ça, mais ouais, c'est un monde en soi. Ouais. Vous en pensez quoi de ça? Que ça va faire du bien d'en parler. Ouais, ça, c'est ça. Je suis pas mal dérangée par les mêmes choses que Cynthia aussi. Ça fait Mais vous le vivez aussi au quotidien dans vos entreprises, vous êtes sur le web. Oui, puis l'industrie dans laquelle je suis, c'est une industrie où la ligne est justement très mince, puisqu'on parle de santé mentale, on parle de développement personnel. Donc, je suis dérangée par la ligne entre la manipulation, justement, puis la persuasion, parce que justement, je pense que c'est des gens qui sont fragilisés et que c'est peut-être un petit peu plus facile de leur faire croire à peu près n'importe quoi. Il y a beaucoup de shaming. Il y a énormément de shaming que je vois de la façon que le langage va être utilisé, puis s'il va y avoir un framing qui va être fait. Il y a beaucoup de culpabilisation, puis que les gens vont acheter dans cette position-là. Ça va pas les aider. Absolument pas. Initialement, le pseudo-désir de la personne qui vend, parfois c'est conscientisé, parfois ce l'est pas, c'est d'aider. Mais moi, j'ai l'impression que dans bien des cas, on se retrouve à nuire plus à la personne que de l'aider. Ça va être un beau sujet, parce qu'il y a tellement deux écoles de pensée dans ce genre de manipulation-là, puis que la ligne est mince, comme tu dis. J'ai hâte qu'on en parle, parce que tu l'as dit, tu l'as nommé, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'industries qui vont fragiliser mentalement certaines personnes, qui vont être plus fragiles, qui vont être plus à risque. Qui vont bénéficier du fait que c'est des personnes qui sont déjà fragilisées aussi. Puis ça crée d'autres problèmes. Fait que, ouais, j'aime bien ça. Julie, toi, tu t'as dit incorruptible, pourquoi? La simplicité. Tu sais, moi, mon petit surnom, c'est la paresseuse efficace. Comment on peut faire les choses plus simplement, être plus efficace? Puis je ramène toujours à de se retrouver qui on est, quelles sont nos valeurs à nous, puis de prendre action en fonction de ça. Parce qu'on le sait, tu sais, on en parle, l'influence de tout ce qu'il y a sur le web, de « Ah oui, mais là, ça me prend un tunnel de vente de 8 courriels, puis tout. » Mais on veut pas... Ça donne rien de viser la grosse marche. Commence par la première, fais tes tests, optimise ce qui est là, puis après, tu vas pouvoir grandir. Moi, c'est vraiment là-dessus, la simplicité, c'est ramener ça à la plus petite échelle. Puis à partir de là, ça va donner de la confiance pour aller plus loin. Parce qu'encore une fois, c'est « Ah oui, si tu n'as pas le fameux système à 8 étapes, tu ne réussiras pas. Puis si tu ne l'as pas, ben des messages plus toxiques. Voilà, exactement. Fait que tu sais, c'est mon approche, je dis qu'elle est un peu techno-intuitive, c'est justement, c'est qui la personne, comment on peut bâtir quelque chose qui va la mettre en confiance. Fait que moi, vraiment, simplicité 101, c'est vraiment une de mes... Mais c'est vrai que c'est difficile de... Tu sais, je suis hyper d'accord avec toi, puis je sais qu'Annie va être d'accord parce qu'on en parle beaucoup, puis les filles aussi, mais je pense que c'est quand même pour nous, c'est encore problématique de nous-mêmes de se dire comme, OK, on veut ça simple, mais en même temps, dans notre tête, on est déjà plus loin. Puis il faut tout le temps se ramener. Je pense que c'est une question un peu de mindset, puis de se parler, puis de faire certaines choses pour se parler, mais ça, c'est incroyable comment l'influence, justement, puis
la comparaison, puis on a de la difficulté à se ramener à ce qui est le plus simple, puis pourtant, c'est ça qui est le plus efficace. Tout à fait. Puis quand on fait des choses qui sont en lien avec nos valeurs, dépendamment si on est spirituel ou quoi que ce soit, là, on parle beaucoup de human design et tout ça, les énagrammes, mais de comprendre comment on fonctionne, puis d'adapter notre façon de faire à ça, tu sais, au lieu de dire, ah ben c'est ça la tendance en ce moment, d'être sur TikTok ou XY, mais tu sais, pourquoi s'acharner, se faire violence, littéralement, si on n'aime pas ça, si on n'aime pas ça, est parce pas que à c'est l'aise. contre-intuitif, donc ça va juste être un coup d'épée dans l'eau parce qu'on va avoir voulu suivre une tendance, mais on ne se sera pas écouté. Fait que c'est mieux à plus petite échelle, mais qui perdure dans le temps, que de... Tu sais, je dis pas de ne jamais sortir de sa zone de confiance, c'est pas là du tout, mais de faire des choix qui sont conséquents avec qui on est, nos aptitudes et tout ça. Donc, voilà. Oui, on l'oublie souvent, ça. Ouais. Et j'aurais pu dire la même chose et j'avais ça en tête aussi, mais moi, ce qui me dérange particulièrement, c'est toute la question des approches pseudo-uniques, pseudo-universelles. Il y en a énormément. Et à chaque fois, ça vient me mériter d'une profondeur, comme par exemple, tout le monde devrait faire XY routine pour se sentir bien, pour avoir le du succès. miracle morning, pour avoir du Ou, succès. tu sais, on va te donner une recette là, selon quel archétype que tu es pour sortir de ton épuisement ou de ton burn-out. Ou toutes ces choses-là, moi, ça vient tellement me chercher. Justement, ça fait un lien avec ce que tu disais, Julie, parce que ce qui est dérangeant là-dedans, c'est pas parce que ça donne l'impression que ça peut fonctionner, que ça respecte vraiment les valeurs de la personne, où est-ce qu'elle est rendue, son niveau d'énergie, sa personnalité, son environnement aussi, son entourage. Il y a tellement de facteurs qui viennent influencer et c'est justement ce qu'on néglige. On va des fois peut-être sursimplifier parce que ça peut paraître facile, puis c'est tentant. Puis là, on vient faire un lien avec la persuasion, mais ça peut être tentant pour n'importe qui. Tu sais, si on dit hey, « ça va être vraiment facile », puis ça va être magique. Je pense que c'est humain d'être attiré vers ça, mais moi, justement, de venir déconstruire ça, c'est pas mal mon cheval de bataille, je te dirais, parce que ça va pas aller plus vite, ça va pas être plus efficace, puis souvent, ça t'amène direct dans un mur de prendre souvent, ça ces t'amène à raccourcis-là. t'éparpiller, justement, là. Oui, puis tu sais, justement, ça va pas répondre à la bonne chose, ça va pas aller assez en profondeur, tu sais, ça va marcher pendant peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais ça reste que si on va pas adresser en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de la personne, puis qu'on va pas en cohérence avec qui elle est, dans son ensemble, avec tous les facteurs qui tournent autour d'elle, ben ça ne pourra pas fonctionner à long terme. Et donc, ça amène la personne dans un sentiment d'échec. Et donc, après ça, c'est encore plus difficile pour elle de se mettre en action. Fait que la deuxième chose sur laquelle je suis vraiment incorruptible, c'est tout ce qui touche le shaming, la culture de surperformance, de pression, dans laquelle, en fait, on vit, on évolue et qui est omniprésente, je pense. Donc, à chaque fois que je peux déconstruire ça, puis amener les gens à se rappeler qu'on peut se sacrer patience, on peut se foutre la paix, en fait. Je le dis souvent, mais je pense que c'est assez, là, tu sais, à un moment donné. Puis oui, ça vient de l'extérieur, mais ça vient aussi de l'intérieur parce qu'on a été conditionné à ça. Fait qu'il faut travailler dans les deux angles de ce qui vient de l'extérieur, mais il faut que ça reparte de nous aussi, intérieurement. Je pense que tu l'as nommé, puis là, on dirait que tu parlais de moi tout le long de ce que tu disais. Ça se peut. Comme bon. Je m'inspire. Mais, tu sais, dans les 2 dernières années, mettons, il y a eu beaucoup de transitions, de changements, puis ça a été ça, là, ça a été on se ramène à la simplicité. Finalement, je faisais 15 bonds en avant, puis ça a amené à un épuisement, puis ça a été vraiment chaotique pour finalement me ramener aux bases qui m'ont toujours allumée, en fait, puis qui m'ont toujours amené certains dans un état d'esprit que je voulais, puis de réaliser que tout ce que je faisais, justement, ça m'amenait dans un état d'esprit de négatif, en fait. Tout ce que j'aspirais en voulant être entrepreneur, ben je l'avais tout pas, finalement. J'avais tout le contraire. Tandis que quand j'étais salariée, j'étais bien, j'avais tout ça. Puis, tu sais, tu parles de ça, en fait, mais c'est des sujets qui sont tabous. Puis quand j'ai commencé à le nommer, à en parler, c'est incroyable le nombre de personnes avec qui j'ai eu des discussions. Puis je suis comme, OK, mais c'est tellement tout le monde, en fait, tu sais, qui vivent cette pression-là, justement, ou des problèmes de santé mentale qui vont juste pas aborder parce que c'est tabou encore énormément. Fait que je pense que c'est important d'en parler puis de le nommer, en fait. Oui, parce que la simplicité, c'est super, mais encore
faut-il qu'elle soit alignée Exact. aussi, cette simplicité-là avec toi aussi, puis où est-ce que tu es rendu? Parce qu'après ça, on tombe dans l'effet inverse. On finit par se mettre de la pression, de pas être dans ce qu'il y a, tu sais, de la simplicité finalement. On le voit, là, il y a des gens qui se mettent de la pression dans les deux spectres. Donc, je pense que c'est ça. C'est de respecter le rythme de chacun aussi dans son évolution, son processus. J'adore ça. Puis Mélanie, toi, t'es plus comme dans le marketing, etc. J'ai peut-être plus envie d'aborder ça. C'est un peu là, je m'en allais. Tu sais, moi, une de mes valeurs fondamentales, c'est vraiment l'intégrité. Puis ça mène aussi avec la cohérence. Puis je pense que, tu sais, moi, avant de me lancer, avant d'être à mon compte puis de lancer mon entreprise, j'ai regardé pendant au moins 1 an, si c'est pas 2, le monde d'entrepreneuriat au Québec. Puis j'avais beaucoup d'admiration pour beaucoup d'entrepreneurs que je regardais. Je voyais beaucoup, tu sais, le mur de l'illusion, finalement, de succès, de comment ça fonctionne. Puis après ça, une fois que j'ai été les 2 pieds dedans, que j'ai compris, entre guillemets, la game, que j'ai compris à quel niveau ça se jouait, toute cette illusion-là, des gens qui semblaient être au top, réussir, ça allait super bien. Puis finalement, une fois que tu grattes, tu finis par comprendre que, OK, ces gens-là sont poursuivis par plein de gens parce qu'ils n'honorent pas les contrats. Tu sais, il y a beaucoup de choses dégueulasses un peu dans l'entrepreneuriat. Que tu vois dans le behind. Puis moi, tu sais, moi, c'est ça. Avais-tu de l'amertume? J'avais beaucoup d'amertume en tant que projecteur. Non, en fait, oui, j'ai de l'amertume parce que, c'est ça, parce que pour moi, je prends pour acquis que les gens sont intègres. Tu sais, à partir du moment, tu sais, moi, je suis un peu cette vision-là. T'es intègre, t'es une bonne personne, jusqu'à preuve du contraire. Tu sais, je pars pas avec des a priori, mais là, je me rendais compte que, OK, telle personne que j'admirais de loin, finalement, OK, c'est un beau facing qui craque, finalement, tu comprends? Fait que ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que finalement, justement, tu sais, c'est quoi, toi, ta provision du succès? Quand est-ce que toi, tu sens que tu as réussi? Est-ce que c'est vraiment ce que tu... Tu sais, moi... Tu sais, je le dis souvent, là, mais moi, j'y ai cru là, que genre c'était facile de faire 10 000 par mois pendant 90 jours. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai voulu y croire que genre, toutes ces promesses-là. C'est pour ça qu'on t'aime. Exact. Mais après ça, j'ai compris que, OK, la personne qui me vend ça, finalement, c'est peut-être pas tu sais, une personne pour qui on partage des valeurs. Là, je parle en général, là, je nomme vraiment personne, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup... Non, mais c'est vrai. Il y en a plusieurs. Non, mais c'est parce que c'est des petits champignons qui se propagent. C'est ça. Ils sont très nombreux à avoir des belles promesses. Puis je trouve que c'est ça qui est, en marketing, qui vient me trigger, c'est les promesses. Tu sais, quand on te promet des résultats, c'est impossible. Je veux dire, moi aussi, j'ai un bac en marketing, là, des ventes prévisibles. Ça n'existe pas. Sinon, je veux dire, tout le monde prévoirait, je veux dire... Tout le monde le ferait. C'est ça, exactement. Fait que ce que je trouve dommage, c'est ça, c'est quand je vois, mettons, des clients qui arrivent, puis là, qui sont désillusionnés, puis là, c'est comme de réexpliquer ce qu'est le marketing, ce qu'est les bases, puis travaille ta vision, puis c'est ça. Fait que le manque de cohérence, le manque d'intégrité, c'est là-dessus, pour moi, c'est non négociable. Mais ça, j'aime beaucoup que tu en parles, puis je pense que ça va amener... ma tête va déjà un genre de mind mapping avec plein de sujets autour, mais ça va amener, tu sais, tu parles de marketing, tu sais, oui, il y a les promesses, mais il y a beaucoup, tu sais, il y a la santé mentale qui rentre là-dedans, tu sais, une fois que... On dirait que tout est dans tout, là, de ce que vous venez de nommer, tu sais. Fait que j'aime vraiment ça parce que... On va bien s'entendre. Ouais, je pense que ça... Non, mais je pense que ça va être cool, tu sais, tous les liens qu'on va pouvoir faire à travers les épisodes, même si c'est pas vous 4 à chaque fois, parce que là, ce serait exceptionnel quand même que vous soyez là à chaque fois, mais je trouve que c'est assez fou les liens qu'on va pouvoir faire d'épisode en épisode par rapport à tous les sujets. Puis je sais qu'il y en a qui vont être d'accord, pas d'accord, mais je pense que c'est important d'en parler justement. Qu'est-ce que vous pensez qui est tabou en ce moment sur le web? Là, si on parle en 2023, en ce moment, il y a des sujets qui restent tabous. Je pense puis que oui, il y a une évolution. Mais l'échec. L'échec. Ah, l'échec, j'ai compris, l'échec. L'échec, c'est très tabou. Échouer, tomber, avoir de la difficulté. On en parle souvent sur le web, on montre le beau, puis c'est correct. Je suis une personne qui aime l'esthétisme. Là, fait que c'est correct, on n'est pas obligé de tout montrer, mais il y a un moment donné où c'est tellement camouflé que ça devient anormal de se tromper, alors que c'est fondamental à l'apprentissage et que s'il n'y avait pas eu des échecs dans l'histoire de l'humanité, je pense qu'on ne serait pas où on est aujourd'hui, ni dans le confort dans lequel on est. Ça me dérange, puis particulièrement dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que on voit le beau, on voit le facile, mais on voit pas on voit le succès. Toutes les étapes, tous les défis qu'ont traversé les personnes qui atteignent ce niveau-là, c'est peu partagé.
Et je vois tellement d'entrepreneurs, justement, se sentir de moindre valeur parce que, hey, moi, ça n'a pas été aussi facile ou, hey, moi, ça a pris du temps avant que j'aille mes premières clientes ou que j'arrive à vivre de mon entreprise. Alors que la vérité, c'est que pour la majorité des gens, ça a été ça, c'est juste pas dit. Comme si, puis je l'ai vécu récemment, là, personnellement, comme si le fait d'en parler, ça venait justement diminuer ta valeur. Hey, ça a été difficile pour moi. Si j'en parle, là, je vais-tu être moins crédible? Je vais-tu être moins pertinente pour les gens qui me suivent? Mm-hmm. Mais au final, de se rendre compte que les gens ont besoin d'entendre que c'est normal d'avoir des difficultés dans la vie, que c'est normal de se questionner, de douter, de remettre les choses en question, puis de tomber de haut des fois, puis ça fait partie du processus, en fait, du développement humain. J'aimerais tellement ça qu'on en parle plus, avec le sourire, en fait. Tu sais, je veux dire, juste de dire comme, hey, puis je dis pas que ça se fait pas, il y en a qui le font, mais pas assez à mon goût. Mais j'ai l'impression que quand puis on moins le dans fait... l'entrepreneuriat en ligne, je trouve. Il y a plus, tu sais, des entrepreneurs, tu sais, je pense à Nicolas Duvernois, ou qui vont partager leur histoire où ils ont eu des défis, des difficultés. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, je trouve qu'on en parle moins, on le valorise moins. Mais j'ai l'impression que même quand on en parle, des fois, il y a des commentaires un peu négatifs comme, bon, tu sais, comme, veut de l'attention, comme si c'était mal vu, mais justement, tu sais, il faut en parler, il faut faire... Où on tombe dans la justification, on se piège nous-mêmes. J'en parle, mais je me justifie parce que je me sens comme mal, puis là, je suis pas sûre de la posture que je dois prendre pour en parler. Ben là, c'est pas mieux non plus, parce que si je me justifie, c'est que j'envoie le message que c'est pas correct. Tu le files pas, ouais, c'est ça. Je comprends. C'est pas mieux non plus. J'ai l'impression que c'est inconscient aussi, des fois, de faire ça. Absolument. Ouais. Mm-hmm. Puis dans le même ordre d'idée, c'est les fameuses, j'ai fait 300 000 de ventes. Oui, mais au final, qu'est-ce qui t'a resté dans tes poches si t'as dépensé 150 000 de pub, puis t'avais 3 adjoints, un webmess à payer? C'est quoi au final? Mm-hmm. Un chiffre de vente, c'est beau, mais au final, qu'est-ce qui te reste dans tes poches? Il y en a qui se sont tués pour atteindre ce montant-là, mais... Je pense que si tu veux brag un chiffre d'affaires, il faut que tu montes tes dépenses. Tout à fait. Sinon, je veux dire, ça n'a aucune pertinence, exactement. Mais malheureusement, c'est pas ça qu'on voit. Parce qu'il y en a qui font des... je vais pas trop m'avancer, mais il y en a qui font des gros chiffres d'affaires, mais qui gèrent pas nécessairement leur chiffre d'affaires non plus. Puis de l'extérieur, ça a l'air super beau, puis ça a l'air vraiment facile à atteindre, puis vraiment agréable. Mais d'un autre côté... quand tu vois qu'il y a une mauvaise gestion, puis il y a certains éléments qui sont pas comme quand que justement on est salarié ou peu importe, mais tu te désenchantes un peu par rapport à ça. Mais tu peux le dire, genre, tu sais, j'ai fait beaucoup d'argent, mais j'ai mal géré, puis finalement, il m'en restait presque plus pour payer mon épicerie à la fin du mois. Tu sais, ça se dit justement en transparence. Mais c'est tabou, là. J'ai mal géré mon cash, mais là, c'est parce que ce qu'on voit juste, c'est voici comment j'ai fait tant par mois, puis c'est tout. Puis viens, je vais te montrer comment faire. Oui, mais comme, comment ça? Comme, c'est pas un lien de cause à effet. C'est pas parce que je vais t'enseigner ce que j'ai fait que tu vas avoir le même résultat. Puis mais tu sais, ce que tu dis, c'est pas aussi simple et facile pour les gens de nommer les choses comme ça parce que ça peut venir affecter la crédibilité. Tu sais, imagine, t'es un coach business, puis là, tu dis, ben, tu sais, finalement, j'ai super mal géré mon projet. Mais tu sais, vends-toi pas que t'as fait 200 000 d'abord. Non, ça, c'est certain. Je pense, justement, c'est l'entre-deux. Mais, tu sais, oui, la transparence, mais ça veut pas dire, puis ça, moi, je le défends, ça veut pas dire qu'on doit tout dire tout le temps, qu'on doit se montrer vulnérable en permanence. Exact, c'est vrai. Mais ça dépend de chaque personne, c'est exactement, ça. Exactement, de ce que toi, t'es prêt, mais c'est juste de rester quand même dans l'honnêteté puis de montrer les deux côtés de la médaille aussi, peu importe le type d'information que tu partages. Oui, puis il y a toujours deux côtés parce que moi, si je fais affaire avec quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur, ben, y a-tu vraiment tout essayé, tu sais? Il me donne-tu vraiment la meilleure solution? Parce que pour trouver la meilleure solution, pour moi, il faut que tu ailles essayer plusieurs avenues. Donc, il faut que tu te sois planté ailleurs aussi. Puis pour faire un bounce back sur toi, Mélanie, c'est... Moi, ce qui me dérange, c'est les gens, ce que je trouve tabou aussi, c'est le monde qui vont parler de leur chiffre d'affaires, mais qui vont cacher leur équipe en arrière. Fait que l'image projetée est une image d'un solopreneur qui fait X temps en lancement, mais qui ne donne aucune reconnaissance à son équipe, qui va prôner du self... Ben, ça revient à la valeur d'intégrité, qui va prôner du self-leadership, mais qui ne... qui parle jamais de son équipe, donc qui n'arrivera pas dans une posture de leader qui
lead justement une équipe vers l'atteinte d'un objectif commun. Fait que c'est ça, ça bande un peu sur tout, puis c'est un gros... c'est un gros rideau doré, on va dire. Ça, c'est 100% vrai. Je suis 100% d'accord. Tu sais, on l'a vécu dans des... mettons, à titre de gestionnaire, je l'ai vécu dans plusieurs entreprises. Autant qu'il y en a un qui avait beaucoup de valorisation, que d'autres, c'était... Tu sais, oui, c'était valorisé, mais c'était très caché, justement. Là. C'était pas... c'était tabou de dire qu'il y a une équipe, puis que c'est eux qui font ça. Puis qu'il y a des gens en dessous de ça qui font en sorte que l'entreprise va plus haut, en fait. Puis ça, c'est vrai que c'est vraiment tabou. Et pourtant, ça arrive beaucoup. Et pourtant, c'est ça projette une fausse image de « voici tout ce que j'ai fait seul que tu devrais être capable de faire, toi aussi. Ben oui, mais t'as 10 personnes en arrière qui t'aident, tu sais. Mais tu sais, je trouve tellement que ça fait un lien avec la culture du surhumain, là, justement. Ouais, absolument. C'est... qui est présente dans tous les domaines, là, autant au niveau de la santé, la maternité, dans le travail, comme femme, peu importe, mais ces attentes que... Puis c'est juste... Ça, c'est toujours plus. Donc là, le prochain va dire hey, « Moi, il faut que je sois encore plus un surhumain. » Fait que je vais en montrer encore plus. Puis c'est où est-ce que ça s'arrête, tout ça, là, à un moment donné. Là, l'épuisement cogne à ta porte. Voilà. Mais on attend d'être bien enfoncé là, dans le fond du baril là, avant d'arrêter. Là. Parce que justement, c'est tellement difficile, je pense, pour l'humain d'admettre qu'il n'est pas un surhumain, tu sais. Bon, on parle aussi du complexe de Dieu, le complexe de vouloir être toujours la meilleure version de soi-même. Upgradé, là. Comme ça. Mais tu sais... Non, mais c'est tous des sujets, j'aime ça qu'on les vomisse, là. À nommer toutes ces phrases-là, tellement pré-mâchées. La prochaine étape. On les connaît toutes, là, on les voit venir de loin, puis toi particulièrement, je pense. Cynthia, avec ton œil en lien avec la persuasion, tu sais, je pense que tu dois les voir venir encore plus vite que nous, ces messages-là, mais... Puis des fois, on les reproduit, on les répète sans avoir conscience de ce qui se cache derrière aussi, justement, parce qu'on voit quelqu'un le faire. Puis là, nous, on fait juste reproduire, mais il manque de réflexion. Je pense que tout le monde a besoin de prendre un peu plus de recul par rapport aux stratégies, aux moyens qu'ils prennent aussi pour arriver à leur fin. Puis je le vois en santé mentale, je le vois. Des gens qui font juste, par exemple, lire un livre, appliquer ce qu'il y a dedans aveuglément, sans se questionner à savoir justement est-ce que ça fait du sens pour moi, ça a-tu un lien, puis juste se taper sur la tête de ne pas être assez bon parce qu'ils n'arrivent pas à le mettre en place. Mais je pense que tout le monde a besoin de prendre un peu plus de recul sur ses décisions, sur c'est quoi ses valeurs, sur son positionnement. Puis c'est pas quelque chose qui est enseigné, ça, on pourra en parler, mais on n'outille pas les enfants à faire ça, malheureusement. Fait que, tu sais... Je pense que tu l'as vécu un peu dernièrement. Tu avais aidé tes filles là, à l'école et tout, puis tu avais vu un peu l'enseignement, justement, comment c'était traité. Puis c'est pas mal différent de ce qu'on pourrait apporter versus... absolument. Je ne vais pas embarquer dans l'éducation, là, mais je pense que mais tu sais, puis moi, j'espère que c'est l'apport que je vais pouvoir amener parce que on peut pas juste se concentrer sur nous, tu sais, ce qui se passe autour de nous, là, le message qui est envoyé à nos enfants ou l'éducation que nous-mêmes, on a reçue est essentielle dans la discussion. Il faut en parler parce que ça part de là, puis si on veut pas faire juste du surplace, là, puis rester dans le statu quo, ben si on veut qu'il y ait un avenir plus réjouissant, il faut intervenir aussi vers les plus jeunes là, qui nous suivent en arrière puis qui nous regardent sur les réseaux sociaux, notamment. Oui, puis c'est pour ça que je trouve que c'est important. Tu sais, on parlait beaucoup d'entrepreneuriat, mais tu sais, moi, j'aborde vraiment le web en entier où il y a des jeunes qui regardent ça, il y a des adultes, il y a des personnes qui consomment beaucoup aussi par rapport aux créateurs de contenu, aux influenceurs, etc. Puis je pense que c'est important de parler de ces personnes-là. Je pourrais même parler de comédiens ou d'acteurs ou peu importe qui nous inspirent quand même, en tout cas moi, au quotidien, parce que je les écoute. Mais, tu sais, il y a des gens qui on parle de OD, peu importe, tu sais, c'est tous des gens qui vont venir créer du contenu, qui vont venir apporter quelque chose. Puis, en tant qu'humain, tout simplement, juste d'apporter une certaine contribution au web de demain, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses là, qui s'en viennent. On peut parler de l'intelligence artificielle, on peut parler des comportements, on peut parler de la santé mentale. Nous, c'est sûr qu'on parle plus d'entrepreneuriat, mais il y a tellement plus encore que ça. La dépendance aussi. La dépendance, cyberdépendance. Fait que ça, c'est un sujet que je trouve qu'il y a beaucoup de choses tabous. Je pense qu'il doit être discuté pour, justement, normaliser certaines choses, puis les défaire, puis faire de meilleurs humains, je vais le dire comme ça. Une meilleure personne pour... comment tu as dit ça tantôt?
une meilleure version de chaque personne, en tout cas. Oui, ça, mais... c'est toxique, faut pas que je dise ça. Non, parce qu'on va te shamer sinon. Non, c'est pas Julie, des sujets tabous que tu as en tête, peut-être? On en a déjà beaucoup parlé, c'est ça, le côté santé mentale, puis aussi, c'est quoi le vrai succès? T'sais, c'est pas tant un... On parlait de l'échec tantôt, mais le succès aussi. C'est ça, mais un aussi. chiffre d'affaires, est-ce que c'est vraiment ça, le succès? T'sais, est-ce que moi, de faire 90 000 de revenus par année, mais qu'il m'en reste 40 000 dans mes poches, est-ce que j'ai plus de succès que quelqu'un qui brague des centaines de milliers de dollars, mais qui finalement, il est tellement pris dans un modèle d'affaires très mercantile, très capitaliste? Moi, par rapport, encore une fois, à mes valeurs, je choisis d'avoir un modèle d'affaires qui répond à mes besoins. Puis ça, je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas le dire. Bien, j'ai pas atteint le 100 000, mais moi, dans ma réalité, là, je suis heureuse. Pour moi, c'est ça le succès, c'est avoir plus de temps libre au-delà d'avoir de l'argent. Fait que ça, les gens, je pense, en parlent de plus en plus, puis je sais que nous, on a ça en commun. Moi, j'ai choisi de retourner faire du travail à temps partiel en restauration parce que on le verra peut-être pas, mais je suis très kinesthésique. Je bouge, j'ai besoin de bouger, d'être en mouvement. Fait que le fait de retourner faire du service en restauration, ça me permet d'être en contact avec les gens. J'ai besoin de ça pour me nourrir. Parce que oui, quand on travaille derrière un ordinateur, on est beaucoup en mode réflexion, quelques rencontres Zoom, bien évidemment, mais en mode analyse, on est beaucoup dans notre cerveau. Fait que c'est de vraiment trouver la façon de bâtir notre entreprise à notre image. Je veux dire, that's it, là. On revient à la base, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire professionnellement dans la vie pour être en amour avec ma vie. T'sais. Est-ce que je veux me tuer devant un ordinateur ou au contraire, je fais des revenus via mon entreprise, mais j'ai besoin aussi d'avoir un travail à temps partiel qui me nourrit d'une sécurité financière, qui me permet d'être en contact avec des gens. Il n'y a pas de fausses recettes où il n'y a pas de modèle idéal. Je suis pas moins légitime dans le succès de mon entreprise parce que j'y accorde pas 300 heures dans une semaine. Je sais que c'est mathématiquement impossible, mais c'est ça. C'est de revenir à c'est quoi ma vision à moi du succès, du bonheur. J'aime ça parce qu'on est dans le même processus d'évolution où moi, ça a été en faisant des bilans constants, puis pour vous autres, vous êtes les personnes qui reçoivent tous mes audios par rapport à ça. Mais je les touche parce que c'est ça pareil. Hein? Mais comme dans les réflexions de justement, moi, j'ai pris la décision de retourner à temps partiel travailler dans le milieu salarié. Puis tu vois, c'était pas assez pour moi. J'étais comme, non, il faut que je prenne une pause totale parce que depuis que je suis dans mon entreprise, c'est moi le problème, en fait. Tu sais, j'ai commencé mon entreprise en 2019. Il y avait une vision. Ça a juste évolué. Puis plus que j'avançais, pire que c'était. J'ai pris du poids. J'ai été comme dépressive. J'étais malheureuse. Je travaillais tout le temps. Puis c'est une conversation que j'ai eue avec mon chum où il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que mon chum faisait dans la vie. Puis je disais, il travaillait à la ville de Montréal. Puis là, je disais, moi, je suis entrepreneur. J'ai bâti une entreprise. Puis la personne était tellement mind-blow devant mon entreprise puis ma philosophie. Puis je me disais... Hey, moi, là, mettons, je fais des heures sans arrêt, j'ai pris du poids, je suis pas bien dans mon entreprise, je suis tout le temps enfermée chez nous, je sais pas où je m'en vais, je suis tout le temps stressée, je suis tout le temps en train de répondre à des textos pour gérer quelque chose. Mon chum, lui, fait 4 jours par semaine, il a l'hiver off, il est 1000 fois plus libre que moi, tu sais. Puis moi, je me suis partie à mon compte pour être libre, j'étais comme, il y a un glitch qui se fait, qui fait pas pantoute avec ce que je veux. Puis vous en avez parlé tantôt, là, ce que tu veux, le pourquoi j'ai parti mon entreprise, j'atteignais zéro ça là, avec ce que je faisais. Fait que c'est là où j'ai fait, non, je vais juste revenir aux bases. Je vais juste comme me prendre un emploi à temps plein, justement, retourner dans le milieu du travail puis faire ce que j'aime, parler sans arrêt et lancer un podcast. Mais je vais juste me ramener à ça. Ça, je trouve ça excitant. Je trouve que c'est un projet. J'ai l'impression qu'on va faire un impact aussi auprès des gens. Puis c'est ça que j'ai envie. Puis le reste va se greffer. Mais tu sais, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de collaborer, j'ai pas envie d'être enfermée chez nous derrière un ordi puis de me rendre aussi malade que j'ai été, mettons. Puis ça, c'est... Mais il y a tellement une survalorisation aussi du monde de l'entrepreneuriat en ligne. J'ai déjà eu une cliente en accompagnement qui était salariée et qui me dit... Des fois, je me demande, tu sais, si je serais plus heureuse si j'étais entrepreneur. Ça a l'air, tu sais, tout le monde a l'air tellement heureux. Est-ce que je devrais être entrepreneur? Je suis comme, mais... Pourquoi? Qu'est-ce que tu chercherais là-dedans?
elle, ce qu'elle voulait, c'était le lifestyle. Tu sais, sans vraiment réaliser qu'au final, c'est pas juste une question de mode de vie. Et la vérité, c'est que ce qu'on va te montrer, c'est pas forcément le réel mode de vie des personnes. Ça revient au manque de transparence qu'on parlait tantôt, qu'on parle pas assez de tout, puis ça fait justement que les personnes, ça peut faire douter des personnes qui sont même pas dans le milieu de se demander si absolument, ils veulent venir dans le milieu. Tu peux être plus libre en étant salarié. Là. Seulement, tu sais, encore là, c'est quoi ta notion de liberté? C'est quoi, c'est comme la vision du succès? C'est quoi la définition que tu accordes à ce mot-là? Puis c'est de se poser, tu sais, justement les questions de c'est quoi pour moi ça, puisqu'il y a d'autres façons que je peux l'avoir. Je pense qu'on l'oublie de se le poser, puis c'est pour ça que je disais ça, j'expliquais cette histoire-là, en fait, que je redéfinis ça. C'est quoi, dans le fond, le succès pour moi? C'est clairement pas ce que j'ai vécu dans les 3-4 dernières années. C'est clairement pas ça, tu sais. Fait que, clairement, les actions que je faisais n'étaient pas en cohérence avec ça. Fait que, tu disais tantôt toujours se ramener à... Ça fait partie de mes valeurs. Est-ce que moi, j'ai envie de faire ça, même si c'est trend en ce moment, puis c'est bien cool? Fait que je pense que c'est plus une question de ça. Puis ça, j'ai vraiment hâte qu'on en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont traversé ce genre de période-là puis qui ont été dans des up and down constants. Fait que, ouais. Puis la liberté peut être physique, mais elle est mentale aussi. Absolument. Fait que, tu sais, être entrepreneur, je veux dire, on le sait, là, on est... we run the show, là, on fait tout. Éventuellement, on atteint un certain niveau et on peut avoir des collaborateurs qui nous aident et tout ça, une équipe. Mais ça reste qu'au final... Pour évoluer comme entrepreneur, on doit avoir toute cette charge-là. On a besoin de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise pour être en mesure de se trouver des gens qui vont être en mesure de faire le travail à notre place. Mais c'est ça, la liberté mentale, c'est ça. Je pense que c'est un point qui pèse pour... En tout cas, chacun gère ses choses, mais il y a le côté émotionnel aussi qu'on est capable de faire et tout ça. Fait que c'est vraiment multifacette d'être entrepreneur. C'est le plus... je pense que c'est le plus beau défi de développement personnel que quelqu'un peut pas... vivre. Absolument. Moi, je pensais que j'avais fait bien du développement personnel jusqu'à temps que je me lance à mon compte. Puis j'ai fait comme, oh boy, OK, il n'y a pas meilleur apprentissage que ça. C'est la Formule 1, là, tu sais. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde non plus qui a le même système nerveux, c'est pas tout le monde qui a la même résilience, c'est pas tout le monde qui a la même gestion du risque non plus parce que, tu sais, moi, puis on pense que justement avoir de l'ambition, c'est se lancer à son compte, puis c'est pas tout le temps ça non plus. Moi, j'ai une de mes amies qui est super ambitieuse. C'est une des personnes les plus ambitieuses que je connais et elle ne veut rien savoir d'être entrepreneur. Puis c'est parce qu'elle, ça ne tente pas justement de gérer tout ce risque-là. Être ambitieuse dans son travail. Être ambitieuse dans son travail, dans ses projets personnels. Elle a beaucoup justement de projets, elle a beaucoup de drive, elle a vraiment une forte personnalité, mais elle, l'entrepreneuriat, ça l'a jamais intéressée. Son chum, il est là-dedans, puis elle le voit aller, puis elle est comme... Non, merci. Non. Pourquoi je me ferais subir ça? Ouais. Mais ça m'étonne que tu n'aies pas abordé la question du repos aussi. Je pense que ça va résonner avec toi, mais on peut-tu parler du repos? Ça, c'est un tabou aussi. À quel point, justement, on valorise l'action continuellement. Et à quel point c'est contre-productif, finalement. Puis j'en parle régulièrement et je vois à quel point il y a encore une fracture dans la façon de penser des gens. Et on se l'autorise pas parce qu'on est encore convaincu que c'est pas efficace, que c'est pas productif. Mais on est beaucoup dans une génération de productivité, puis qu'il faut que tu donnes plus, il faut travailler fort. C'est un leg, là. Oui. Mais tu sais, puis là, on est là, on regarde la génération d'après, puis on les trouve donc bien paresseux. Puis moi, au contraire, je suis comme, ils sont tellement bright. Ils sont juste brain, ouais, c'est ça. Ils sont tellement bright, tu sais. J'entends des gens autour de moi dire, ils veulent des conditions de travail, ça. Ben, justement, c'est ce qu'on devrait tous vouloir. Je veux dire, d'avoir une vie, là, d'avoir un équilibre, d'avoir... Tu sais, ils sont pas paresseux, ils sont brillants. Ça va juste faire en sorte qu'avoir une meilleure qualité de vie, c'est aussi contribuer mieux à la société et laisser un meilleur héritage éventuellement. Fait que si on pouvait penser comme ça, puis réaliser que chacun, avec ses besoins, ses limites, peut contribuer à sa pleine valeur lorsqu'il se respecte initialement, tout le monde est gagnant au final, parce que 100%. Tout le monde contribue à sa famille, puis plus largement à l'endroit où il travaille, aux clients, aux proches, aux amis. Donc, on a toute une contribution à faire dans le monde. Puis pour être capable de la faire, il faut se respecter. Sinon, c'est impossible. Si on s'oublie dans le processus, finalement, au bout du compte, tout le monde est perdant. Parce qu'en s'oubliant dans le processus, on fonce dans un mur et on ne peut plus contribuer.
c'est plus possible, que ce soit en se retrouvant en arrêt de maladie pendant 1 an, 2 ans, ou en s'isolant, ou finalement en ayant besoin de beaucoup de ressources qui viennent de la société, justement, pour s'en sortir. Fait que j'ai hâte qu'on puisse réaliser à quel point c'est gagnant pour tout le monde d'être pas juste dans le bien-être, là, mais vraiment plus d'être dans le... Surtout que l'entrepreneur n'a pas de ressources. Parce que, tu sais, au final, si tu es entrepreneur puis tu n'as pas un conjoint qui travaille, qui est salarié, tu n'as pas d'assurance, tu es malade. Alors, qui va prendre... Tu sais, il y a une pression supplémentaire pour l'entrepreneur. Puis, mettons, je pense à une mère monoparentale avec ses enfants. Je veux dire, si tu n'en as pas d'assurance puis que tu es à ton compte, tu as doublement plus de stress financier de continuer à rester dans cette culture-là de performance. Puis on va se le dire, là, les entrepreneurs sont vraiment pas choyés pour les banques, pour les hypothèques, quoi que ce soit, là, vraiment pas. Là, c'est triste, mais c'est ça quand même. Puis même si tu fais plus d'argent que ton conjoint ou peu importe, il y a tu sais, moi, je me rappelle, là, pour mon renouvellement d'hypothèque et tout, il était là, il faut que tu attendes 2 ans, mettons que tu veux déménager ou peu importe, même si dès l'année 1, tu as une belle croissance et ils s'en foutent, là, ils calculent après de... Il était là, je suis désolée, vous êtes vraiment pas avantagés, là. C'est comme un peu poche. Ouais. Mais c'est ça, pareil. Puis tu parles d'assurance, de protection. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait l'année passée parce que avec quelqu'un qu'on connaît, justement, là, de prendre des assurances... c'est important. Pas au niveau, mais oui, mais tu sais, si, je sais pas, moi, justement, j'ai un épuisement, il y a personne qui me protège, là. J'ai plus de salaire, c'est fini. Fait que ça, c'est tous des stress qu'on parle pas, hein, mais qui sont là quand même. Oui, puis Cynthia parlait de système nerveux. Ça, je pense que c'est une autre chose dont on parle pas assez. C'est de l'impact du stress et puis justement de la résilience, comment on affronte ces situations-là, puis de choisir, par exemple, de reprendre un emploi à temps partiel pour aller chercher une certaine sécurité pour stabiliser notre système nerveux. Ça peut être la décision la plus efficace, finalement, et productive qu'on peut faire pour permettre une croissance à notre entreprise en parallèle. Fait qu'il faut regarder les choses dans leur ensemble, pas juste « Ah, elle a échoué parce qu'elle n'est pas à temps plein dans sa business, puis elle revient en arrière. » Tu sais, c'est comme ça que c'est perçu. Je suis en train de faire ce chemin-là, moi aussi. Puis, tu sais, j'ai eu cette discussion-là avec tellement de gens et c'est comme ça que c'est perçu pour beaucoup, là. « Ah, ça marche pas, ton entreprise, finalement. » Ben oui, ça marche, mais je suis plus capable de gérer, justement, le stress de l'instabilité financière. Puis j'ai une situation, j'ai des enfants, si je me sépare, j'ai aucune protection. Je dois pouvoir quand même être en mesure de me sentir confortable financièrement pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. J'allais dire tes besoins de base, en fait. Là, exactement. Mais j'ai entendu souvent, là, si t'es pas à temps plein dans ton entreprise, ça pourra jamais lever. Moi, j'ai entendu ça quand j'analysais, tu sais, j'étais pas encore entrepreneur, puis je regardais ce que les coachs disaient. C'était comme, ah oui, là, il faut que tu te lances en ligne parce que là, à temps partiel, tu sais, ça va jamais lever. Là, tu vas jamais te concentrer à 100%. Tu seras jamais à 100%. Ça prend juste un plan A. Mais, pas de plan B. Puis je me suis dit, mon Dieu, OK, c'est beaucoup de pression. Ou c'est parce que tu y crois pas assez. Oui, c'est ça. C'est dans le mindset. C'est ça, exactement. Fait que culpabilisation, tu sais, c'est ça, ça revient toujours. On dirait, je sais qui tu regardais, mettons, dans tes débuts. Ah ouais? On regardait les mêmes personnes. Ah, je le sais. On s'en parle après, OK? On nomme pas de nom. On nomme pas de nom, non. On y pense. Et on leur envoie de l'amour. On leur envoie de l'amour. On manifeste de l'amour pour eux. Vous avez parlé beaucoup de sujets tabous, c'est pourquoi vous êtes incorruptible. J'ai envie de parler, moi, d'un sujet qui pour laquelle, mettons, je suis plus incorruptible, c'est l'expérience et la formation. Je sais que Mélanie va être d'accord, on en a déjà parlé un peu. Je trouve que dans l'évolution du web en ce moment, parce que là, on va parler de ça un petit peu après, mais l'évolution du web, il y a beaucoup moins d'importance qui est accordée à ça sur t'as plus besoin de formation, t'as plus besoin d'expérience, t'as juste besoin d'un crayon pour rédiger, tout va bien aller. Je trouve que c'est moi, ça me fâche des fois, parce que je me dis, mon Dieu, puis je trouve ça plate parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, je vais dire, à succès au niveau des connaissances, de la formation, de l'expérience, vont s'écraser devant ça, puis que là, on fait beaucoup de place à ceux qui n'en ont pas, justement. Puis ça me rend je ne vais pas dire dans l'amertume, mais ça me fait quelque chose, ça me trigger vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien, moi, quand j'écoutais ton intro là-dessus, j'entendais plus, moi, la dévaluation des diplômes. J'ai lu beaucoup d'affaires ou entendu « Ah, tu sais, un bac, ça vaut rien, t'apprends rien dans un bac. » Puis je suis comme « Aïe, OK, bien, on n'a clairement pas fait le même bac parce que moi, il y a tellement de choses. » Oui, c'est sûr que
j'ai jamais étudié les réseaux sociaux parce que de toute façon, à l'université, c'est pas ça le but. T'es au niveau plus stratégique que tactique. Mais je veux dire, puis les livres ont été créés au moins 10-15 ans avant que tu puisses être sur les bancs d'école. Mais moi, il y a tellement de choses que ma formation m'a apporté. Puis je me dis, c'est pas vrai que tu peux cracher là-dessus en disant, ça sert à rien. Prends une formation en ligne sur comment gérer du marketing. Puis là, soudainement, t'es un expert. Je trouve ça dangereux de glisser là-dedans dans le sens qu'il y a plusieurs chemins là, pour se rendre au même résultat. Puis je trouve que la formation académique, c'est un chemin qui est valable. Puis je trouve qu'on devrait valoriser, pas valoriser, tu sais, il y a les deux aussi, là. Il y a deux côtés parce que ça dépend aussi si tu es dans le monde en ligne puis si c'est dans le monde corporatif. Parce que dans le monde corporatif, ils vont... Tu sais, moi, exemple, oui, j'ai un bac en marketing. J'ai jamais entendu parler de copywriting dans mon bac, mais j'ai appris énormément de notions de marketing. Mais moi, si je m'en vais, puis autant que je suis experte dans mon domaine, si je m'en vais postuler dans une job... Ils me rappelleront probablement pas parce que mon CV, j'ai pas de diplôme en communication. Mais je suis probablement meilleure que bien du monde dans bien des entreprises. C'est la nuance que souvent les gens veulent mais dire. en fait, c'est que c'est à double sens. Puis, fait que dans le monde en ligne, on va cracher, mettons, sur les diplômes. Puis à l'inverse, dans le monde corporatif, on va cracher sur le monde qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont été autodidactes. Fait que, tu sais, il y a comme un... Il y a vraiment deux côtés à cette médaille-là. Il y a une grosse marge entre les deux aussi. Oui, mais c'est que souvent aussi, les personnes qui vont avoir ce discours-là, ils vont avoir généralement une formation à t'offrir. Fait que ça va être, t'as pas besoin de diplôme, prends ma formation, puis tu vas tout savoir, tu sais. Mais on a souvent entendu les messages. Tu sais, moi, j'ai un TDAH, j'ai souvent rushé à l'école jusqu'à secondaire 4, jusqu'à temps que je sache que j'ai un TDAH puis que je peux faire les choses différemment. Puis là, ça a commencé à vraiment bien aller, surtout quand au cégep puis à l'université, j'avais un intérêt pour ce quoi j'étudiais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nuances là-dedans où les gens vont dire, justement, t'es pas épais ou épaisse parce que t'as pas eu des 80 à l'école, en maths, en français ou peu importe. T'es pas moins que quelqu'un parce que tu fais des fautes de français. T'es pas moins que quelqu'un parce que tu sais pas où la capitale de la Chine. C'est des éléments comme ça, je pense que les gens veulent dire... J'ai quand même été capable de développer quelque chose puis d'avoir un projet puis d'avoir une entreprise malgré que j'ai pas eu la scolarité, mais il y en a qui font une autre marge sur t'as juste besoin d'avoir un crayon puis une efface pour devenir copywriter ou quelque chose comme ça. Tu sais, je trouve que la marge est très... Tu sais écrire, tu peux écrire. Ouais. Tu peux gagner 10 000 par mois facilement en apprenant à écrire. C'est ça qui devient frustrant pour ceux qui ont mis du temps. Mais oui, tout est dans la nuance. Puis moi, je suis coincée dans les deux, justement. En relation d'aide, si t'as pas un diplôme qui t'amène, par exemple, à être dans un ordre professionnel, il y a une certaine reconnaissance que tu as moins. Moi, j'ai plein de diplômes, j'ai plein d'expériences, mais on reconnaît pas forcément, tu sais, un chemin qui est plus éclectique. Mais ça devient extrêmement dangereux en ce moment, ce qu'on voit en ligne. Tu sais, j'ai été des années à être gênée de parler de mes diplômes puis de mon expérience. Puis tout le monde me dit, Annie, au contraire, tu devrais le dire que tu es une vraie intervenante. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'un peu n'importe qui, et moi, j'ai peur, honnêtement. Parce que, tu sais, on joue quand même avec la vulnérabilité, la sensibilité des gens. C'est dangereux là, de s'improviser. Oui, puis être dans le domaine de la santé mentale, de l'intervention, il faut que tu sois tout le temps dedans. Puis tu sais, moi, demain matin, je pourrais appliquer sur une job de travailleuse sociale sans problème. Ça fait 7 ans que je suis plus du tout là-dedans. Faut que tu te remettes dans le bain. Ben oui, c'est ça. Puis je me dis, toi qui as des diplômes, qui est dedans depuis tout le temps, qui travaille avec des gens, t'as bien plus, même si t'as pas le diplôme de... Mais tu sais, puis c'est correct parce que j'en veux pas. Tu sais, je voudrais pas être dans un ordre professionnel, honnêtement. Ça sera une autre discussion un jour peut-être. Mais tu sais, aujourd'hui, j'assume ce parcours-là parce que c'est le parcours qui faisait le plus de sens avec moi, avec qui je suis, avec ce que je voulais faire, sortir de la boîte justement, puis pas me sentir confinée dans une seule approche. Mais ça reste que le danger qu'on a, c'est que ça prend quand même un minimum, oui, de connaissances, mais aussi de savoir-être. Puis même si oui, tu sais, on dit à l'université, on va miser, par exemple, sur les connaissances, le savoir-être est abordé aussi. Il y a des stages, on vit des choses, on est encadré, on est soutenu. C'est nécessaire, tu sais, est-ce que la personne a fait ce travail-là sur elle? Parce que tu peux avoir toutes les connaissances du monde, arriver devant une personne en relation d'aide, puis la démolir, là.
Exactement. C'est ça, j'allais dire. Tu sais, oui, c'est beau d'avoir des diplômes, mais le Ça prend un mix savoir-être... des deux. Ça prend un mix des deux, c'est certain, mais ça reste qu'il faut en parler. Il faut en parler plus parce que, tu sais, puis moi, j'osais pas le nommer, là, mais ça me dérange de plus en plus. Puis c'est justement, c'est pas parce que moi, je veux dire, hey, allez juste voir des travailleurs sociaux et des psychologues et des psychoéducateurs parce que c'est pas mon cas, mais faisons attention, tu sais, de quand même aller creuser un petit peu plus sur le parcours. Oui, valorisons l'expérience, mais allons voir quand même que la personne, elle est capable aussi de refermer les portes qu'elle va ouvrir avec toi. Il y a les connaissances puis il y a les compétences. Absolument, Ce sont le deux savoir, choses complètement différentes. Puis parce que t'as un, ça veut pas nécessairement dire que t'as l'autre, ça prend tout le temps une combinaison des deux. Je pense que c'est de même dans toutes les... Puis un travail continuel, tu sais, comme tu disais, tu sais, Ouais. c'est de continuer d'évoluer dans sa pratique, peu importe c'est quoi notre pratique professionnelle, c'est de continuer d'évoluer continuellement. Continuer continuellement. Hein? On a tout compris. Oui, c'est vraiment continu. C'est de se challenger, pas juste au niveau justement des connaissances, mais aussi des compétences, puis tu sais, de se faire évaluer parfois, tu sais, d'avoir des rétroactions, d'oser aller demander, tu sais, c'est pas parce que ça fait 20 ans que tu fais quelque chose que t'as pas encore des éléments à améliorer aussi dans ta pratique, dans ta prestance, dans ta présence. Je pense que c'est important. Parce qu'on en parlait l'autre fois ensemble, Karine, le syndrome Dunning-Kruger. Ouais. Puis là, j'ai appris le terme, c'était drôle parce que c'est un peu ça. Je suis toujours pas capable de dire. Oui, c'est dur à dire. Mais quand on sait pas, tu comprends, on peut pas savoir ce qu'on sait pas. Puis quand tu apprends un sujet, tu as vraiment l'impression que tu es plus connaissant et compétent sur un sujet. Puis là, après ça, tu te découvres, puis tu fais comme, oh my God, c'est une science vaste. C'est comme le marketing. Je veux dire, c'est vaste le marketing. Jamais, là. Je veux dire, moi, j'ai une amie qui est allée faire sa maîtrise. C'est une craque de sondage, puis d'analyse, de données et tout. Mais ça, c'est du marketing. Mais je veux dire, pourtant, moi, je suis pas allée aussi loin dans, dans cet approfondissement-là. Fait que c'est ça, il faut faire attention à pas se Moi, j'appelle ça oui, c'est ça. Se surévaluer, c'est ça. Ou à l'inverse, de se sous-évaluer, de penser que t'en sais jamais assez pour passer à l'action. Oui, c'est ça, la formationniste aiguë, là. Mais tu sais, c'est encore là, on est dans la nuance, puis c'est là que ça va être intéressant parce que c'est pas noir ou blanc, jamais, là, tu sais. Puis malheureusement, les discours sont souvent noir ou blanc. On en choisit un, puis on nous dit d'ailleurs qu'il faut être clivant. C'est correct, mais je pense qu'en même temps, il faut revenir dans la nuance aussi. Ça dépend de tellement de choses. Ça dépend des gens, ça dépend des facteurs divers de chacun, du contexte. Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de facteurs internes, externes. Internes, externes. Ça dépend de beaucoup de choses. Je suis... comment tu dis ça tout le temps? Mind blown? Mind blown. Mind blown. OK. C'est mon anglophone. C'est l'experte en anglicisme. Ah ouais, c'est ça qui vient m'aider. Non, mais pour vrai, je suis vraiment... Je sais que là, ça va être une première saison. Je sais que la saison, elle va être écœurante avec vous quatre, qui va venir m'accompagner à chacun leur tour. Je veux le nommer parce qu'il y en a ici qui pensaient qu'on allait toujours être 18 dans la salle. Mais non, c'est pas le cas. Mais j'ai hâte de voir les divergences d'opinion. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va avancer avec chaque personne, comment qu'on va pouvoir impacter aussi les gens dans les sujets de discussion, puis je suis vraiment excitée de ça. Ça paraît pas, là, mais à l'intérieur, je suis comme toute excitée. Fait que merci. C'est un premier épisode pour faire un petit tease de où on s'en va, de où ça va mener cette philosophie de podcast-là. Je pense qu'on a globalement une idée de quel sujet on va semi-aborder à travers la saison, mais il y en a tellement, là. J'ai une liste complète. J'ai juste hâte qu'on discute de ça. Donc, je veux faire un rappel à tout le monde que on va être sur YouTube, on va être sur les plateformes de podcast, donc Apple, Spotify, on va être sur Instagram, sur TikTok. C'est des discussions ouvertes, on a envie de discuter avec les gens, donc n'hésitez pas à venir nous partager, nous partager votre opinion, évidemment, pour qu'on fasse des plus grandes discussions autour de ça. Ça va être exceptionnel. Merci les filles. Merci à toi. Merci. J'ai hâte de partir ça avec vous. Fait que bon show, gang!